Chers amis du PP, 18 décembre 2023, vous avez été nombreux, enfin non, j'aime bien être précis, vous avez été quelques-uns à m'interroger quant à savoir mon état de santé. En gros, est-ce que ça va? Sous-entendu, vu que ça fait 6 mois que tu n'as pas fait de vidéo, est-ce que tu n'es pas mort? Je résume. La dernière vidéo, c'est exactement par ici. Je crois que c'était en avril 2023 que je l'ai tournée. Et donc, je voulais reprendre contact. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas mort. Mais il y a bien eu des contrariétés qui ont fait que cet été, enfin cette saison même, ma production s'était arrêtée. Mais je crois que je vais me tourner parce que là je suis en contre-jour et vous devez vaguement voir une ombre qui s'agite. C'était juste pour commencer là où j'avais terminé la vidéo d'avril. Alors comme vous le voyez plus clairement cette fois-ci, je ne suis pas mort. Ça ne veut pas dire que 2023 n'a pas été une année un peu difficile pour moi. Sans rentrer dans les détails, j'ai droit à ma vie privée. 3 principaux facteurs ont expliqué mon silence. Des problèmes qui ont concerné ma famille, donc qui m'ont mobilisé, créé quelques insomnies, etc., etc. Tous ceux qui ont une famille, de grands enfants, etc., savent ce que ça peut vouloir dire. Donc, deuxième élément, je vieillis. Je vieillis sérieusement et il y a un peu comme des caps. Cette année 2023 a été une année où de plus en plus souvent la fatigue était là, une fatigue dès le matin en me levant. Des difficultés à remonter la pente depuis le potager jusqu'à ma maison, etc., etc. Donc, pas d'entrain et tout particulièrement ce qui concerne les vidéos, la fatigue après le repas du soir, très exactement, une somnolence après le repas du soir qui faisait que j'ai tourné des vidéos cet été. Je monte habituellement ces vidéos le soir et plus moyen, tout simplement parce que je m'endormais après le repas et puis quand je me réveillais, j'étais pas dans une humeur ou dans une forme qui me faisait entreprendre ce travail qui est d'un chiant dans la façon dont je fais mes vidéos, qui est d'un chiant que vous ne pouvez pas imaginer. Sans parler des récurrents petits problèmes matériels, de séquences tournées, ratées, batterie, machin, je ne reviens pas là-dessus. Et le troisième facteur qui a provoqué cette déroute, c'est que tout simplement, l'année au potager du paresseux a été épouvantable. Épouvantable. Nous avons d'abord eu une sécheresse, température très élevée, très tôt, le plus tôt qu'on ait jamais connu, ce qui d'emblée dans un système où je me refuse à déverser l'eau du robinet, l'eau potable du robinet, a créé des tensions sur le système, des légumes qui n'étaient pas fringants, qui n'étaient pas à l'aise. Là-dessus, les râteaux-pieds étaient en forme, eux, sans doute que dans le sol, à ce stade-là, il faisait suffisamment frais. Les oiseaux, comme jamais, m'ont tout gratté de haut en bas, y compris dans cette serre. Il y a 2-3 jours, j'ai remis de l'ordre, tout était un chantier. Et à l'extérieur, c'était pire. Donc beaucoup de dégâts, découragement. Durant l'été, durant la canicule, j'ai oublié de le dire,
des températures telles qu'avec mon insuffisance cardiaque, il n'était pas question que je sorte, y compris relativement tard le soir. Hein. Donc à 8 heures, j'étais encore au goutte à goutte et il valait mieux que, quand je parle de goutte à goutte, c'est mon nez qui gouttait de sueur et il valait mieux que je reste à l'intérieur. Et durant toute cette période, j'étais fatigué juste à survivre dans ma maison. Le troisième, enfin donc dans la série des accidents, un problème sur ma clôture électrique en bas et les sangliers qui ont déboulé. À 4 reprises, le potager était labouré de haut en bas, même si ils ont été sympas, ils ont eu la courtoisie de me laisser quelques pieds de ci, de là, des pieds de tomates qui étaient simplement couchés, mais qui n'étaient pas arrachés. Sur les rangées de haricots verts, par exemple, il y avait des manquants, des trous où ils avaient fouillé, et puis il y avait 1 mètre qu'ils n'avaient pas touché. Donc tout n'a pas été saccagé, mais enfin, plus d'une fois, donc 4 ou 5 fois de suite, en descendant dans mon potager le matin, je me suis dit, aïe, le désastre, j'en ai marre. Donc voilà, j'en ai marre. Et quand vous êtes dans cette humeur-là, j'en ai marre, vous n'allez pas vous mettre devant une caméra. Je ne cache en rien les ratés parce que je pense qu'ils sont extrêmement, formateurs. On apprend beaucoup plus en analysant ces ratés, ces échecs, qu'en réussissant miraculeusement quelque chose. Mais enfin, ce genre de raté, les sangliers qui rentrent, etc., et puis il faut vous faire chier à réparer la clôture, et vous vous rendez compte qu'il y a ceci, et vous vous rendez compte qu'il y a cela, et puis ils reviennent quand même parce que vous aviez espéré que ce coup-ci vous avez bien réparé la clôture. Donc voilà, en gros, ce qui a fait que cet été, cette saison, je n'ai plus fait de vidéo. Alors j'ai quand même, comme je l'ai dit, tourné des séquences qui n'ont jamais été montées. Je ne sais pas est-ce que je les montrais, est-ce que je ne les montrais pas. Je ne me souviens plus ce qu'il y a dedans, ça c'est clair. Mais je vais essayer de reprendre le fil avec des vidéos plus courtes sur un thème, qui nécessite moins de montage, hein, où je bricole, voilà, comme là, je plante la caméra, je tourne un truc, allez, et puis j'envoie sur YouTube, ça plaît ou ça ne me plaît pas. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de celui qui regarde ou qui ne regarde pas. Voilà donc rapidement ce petit coucou à l'approche de Noël et de la nouvelle année, mes intentions dont je ne sais en rien si je suis capable de les tenir. Alors j'ai oublié de dire que c'est le 2e jour depuis mi-octobre, 20 octobre, quelque chose comme ça, où on voit le soleil pendant toute la journée. On a eu donc un mois d'octobre, novembre, début décembre, absolument épouvantable. Ici, pluie, plafond bas, pluie. Donc presque impossible d'aller dans le potager sans faire des dégâts. Et donc là, un peu à l'arrache et trop tard, j'essaye de récupérer un peu la situation. Si vous suivez l'actualité agricole, hein, vous savez peut-être qu'il n'y a pas que moi qui suis emmerdé. Les agriculteurs, pour une large part, notamment ceux qui doivent semer à l'automne, donc des cultures telles que blé, seigle, colza, qui se sèment à l'automne, ont eu le plus grand mal à mettre en place leur culture et un certain nombre de surfaces ne sont pas encore ensemencées alors qu'il est virtuellement trop tard et alors que le changement climatique avait plutôt tendance à pousser les agriculteurs à semer plus tôt de façon à ce que le blé soit mûr plutôt en juin, début juin plutôt qu'en juillet, parce que tout simplement, en juin, c'est la sécheresse au moment où l'épi a besoin d'eau pour se remplir. Donc là, ils sont à contresens et
suis incapable à ce stade de dire ce que seront les conséquences en termes de rendement l'année prochaine, mais il se peut que, une fois de plus, la situation météorologique va créer des difficultés. Donc j'ai rattrapé un peu, là, je vais donc à cet endroit-là prochainement faire une vidéo, puisque cette nuit par contre il a fait très très froid, et début décembre, dans la nuit du 2 au 3, si ma mémoire est bonne, nous avons eu -10 ici, hein, donc -10 au ras du sol, sur les différentes sondes que je vous montrerai. Et Sky, tu passes là-dessus comme ça. Mais toi, tu es un voyou, hein? Ah là 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 là. Et donc, je vais revenir un peu, puisque cet épisode relativement sévère, -10, c'est pas tous les ans, c'est pas tous les hivers que désormais, avec le réchauffement climatique, cela se produit. Et cette nuit, -4 et quelques ici. Et donc, ce sera intéressant de nouveau de refaire un point sur à la fois quels légumes ont résisté comment, et d'un autre côté, comment dans ces conditions cultiver en hiver, étant entendu ce que vous voyez là, des salades d'hiver, des petits pois, des petsai, des semis de radis là-bas. Ces cultures dites d'hiver sont comme les blés d'hiver, c'est-à-dire des cultures qui sont installées à l'automne ou normalement beaucoup plus tôt dans l'hiver, mais là, comme dit, je suis en retard, et qui passent ces périodes froides pour ensuite, au printemps, se développer. Donc ce sera très intéressant de suivre, à mon avis, ces semis, mais donc je vais revenir pour juste faire un point sur les températures. Très exactement, je vais là vous montrer le dispositif, et je ferai ça à partir des enregistrements sur mon ordinateur dans mon bureau. On est dans une serre plastique. Elle a été installée en 2017, donc c'est un plastique qui a 6 ans, qui a perdu pas mal de sa transparence, qui commence à être un peu trouble, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc qui freine ou qui réduit un peu l'insolation, la quantité de lumière qui rentre. Fermée, celle-ci, hein, donc ici et là-bas, paillée avec un hachis de foin. C'est très exactement du foin ramassé, donc du foin sec. Comprenez bien, foin et non pas tonte de gazon. C'est-à-dire un gazon début septembre que j'ai fauché à la débroussailleuse, puis j'ai ramassé ce foin avec la tondeuse, ce qui fait donc un broyat de foin et non pas du gazon séché, avec lequel j'ai paillé cette serre. Et donc il y a ici, vous le voyez, la petite butte sur ce textile qui s'appelle un P30, un polyéthylène 30 grammes par mètre carré, c'est sa densité, c'est pour ça qu'il est tellement léger qu'on peut le poser sur des cultures sans nécessairement mettre des arceaux. Donc il y a une sonde sous P30, il y en a deux parce qu'il y en a une qui m'a fait un peu des ratés. Il y en a une, la même que vous voyez là-bas sur la gauche de la précédente, donc non couverte par ce P30, et il y a une troisième sonde à l'extérieur, dans la première planche, qui est de l'autre côté de l'allée. Et donc il est extrêmement intéressant de suivre les températures de ces trois sondes lorsqu'on a des nuits claires comme on va l'avoir encore cette nuit. Ce que j'appelle les situations traîtres. Il n'a pas fait beau pendant une longue période, le sol et tout ça est froid, et puis ça se découvre, et donc la nuit
la chaleur fout le camp dans l'espace intersidéral. Et c'est là que, grâce à ce dispositif de sonde, je me suis rendu compte qu'une serre comme celle-là, par rapport à la température minimale atteinte au petit matin, ne sert quasiment à rien. Je l'ai déjà développé dans une vidéo, ça s'est encore confirmé ces jours-ci. Et par contre, ce simple P30 posé par terre, donc vous voyez la quintessence de la paresse. Au lieu de construire une serre, se faire chier, aller la chercher, etc. Mais à l'époque, j'étais con, mais c'est pas possible, quoi. J'ai cru que j'allais pouvoir cultiver l'hiver dans cette serre. J'ai gagné rien du tout. Du travail pour rien. Il suffisait que je mette des voiles comme ça. Alors évidemment, en extérieur, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut les enterrer sur le côté. Sinon, la première bourrasque va les emmener. Et donc là, ah ben ça y est, le soleil se couche. Et là, j'ai gagné pas mal, donc sur les minimums. Je l'ai mis volontairement en biais comme ça, de façon à ce qu'il y ait les mêmes légumes, les mêmes rangées, qui ne sont pas couvertes ici ni là-bas, ce qui fera qu'on pourra revenir dans quelque temps pour observer ce qu'on appelle le forçage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a gagné avec cette couverture, avec ces degrés en plus. Pour terminer, puisque j'ai dit que je ferai des vidéos courtes, je n'ai pas dit que la serre ne sert à rien. Enfin, je l'ai dit, alors si je l'ai dit, c'est une maladresse. La serre ne protège pas mes plants mieux qu'ils ne sont protégés à l'extérieur contre le minimal qui va se produire, qui s'est produit l'année dernière, qui va se produire la nuit qui va venir, etc. En gros, s'il fait moins 4,2 ici à l'intérieur, il fera moins 4,3 ou 4,5 à l'extérieur. Donc, en fait, je gagne quasiment rien sur la température minimale. Par contre, là, avant le coucher du soleil, au moment où j'ai installé la caméra, il faisait plus de 20 degrés ici à l'intérieur. Et à l'extérieur, il faisait 11 et quelques. Donc là, je gagne en termes de croissance de mes légumes. Et donc là, depuis hier qu'il y a un tout petit peu de soleil, ça se voit déjà sur certains d'entre eux qui changent déjà un tout petit peu d'allure. On les voit plus verts, plus resplendissants, mieux en termes de croissance. Voilà, donc dans mon bureau, je vous rajouterai ces températures. Et envoyez, puisque j'ai dit que je ferai des vidéos courtes. Et à une prochaine. Ciao! Alors, avant d'aller plus loin, j'ai complètement oublié quelque chose en début de cette vidéo. Je voulais m'excuser auprès de tous ceux qui ont fait des commentaires, m'ont envoyé des mails et à qui parfois je n'ai pas répondu. La majorité des cas, j'ai essayé au moins de calmer les inquiétudes de ceux qui étaient le plus inquiets ou de répondre à des points très très techniques, mais quelquefois c'est passé dans les oubliettes sur mon ordinateur, un mail lu, et puis oublié. Alors, juste pour que vous puissiez imaginer ce que je vous raconte là, tout ça c'est des papiers en souffrance, des notes que j'ai prises, des documents que j'ai imprimés parce que je voulais les lire, etc., etc. Donc il n'y a pas que vous qui éventuellement avez souffert de ce manque de sérieux. Allez, on continue sur les histoires de température. Bon, j'avais dit court, je vois que je suis incorrigible, ça doit être comme certaines personnes victimes de certaines addictions. Donc,
juste un petit mot sur l'origine des données que j'utilise. Hein. Donc vous avez vu ce type de sonde, j'en ai 8, dispersées à différents endroits dans le potager, enfin pas celles-là puisqu'elles sont en attente. Cela communique avec ce petit boîtier qui est placé le plus près possible du potager, donc contre une fenêtre de la salle de bain qui donne directement en direction du potager. Malgré tout, j'ai de temps en temps des petites difficultés, notamment lorsqu'il se forme des cristaux sur la serre, sur le P30 que vous avez vu, et donc parfois, ou si je ferme le volet, parfois le faisceau est un peu endommagé, enfin est un peu interrompu. Alors, les données sont stockées sur une mini SD qui se trouve ici. Donc, c'est cette petite carte-là que je mets sur un lecteur et qui me permet de récupérer des fichiers CSV. Alors, CSV, pour ceux qui ne sont pas experts en informatique, je ne suis pas non plus, mais ça, je le sais, veut dire comma separated values, ça veut dire que les différentes valeurs enregistrées sont simplement séparées par une virgule. Et ça donne donc ces successions de chiffres que je peux lire sur mes cartes, que je peux transformer. C'est un peu laborieux, mais que je peux transformer en tableau Excel. Ça, c'est une des sources. La deuxième source, liée, elle, non pas aux sondes qui sont au sol, mais liée à la station météo, station du potager du paresseux, puisqu'elle est fixée sur la porte d'entrée du potager à peu près 2 mètres du sol sur une surface plus ou moins engazonnée. Donc elle imite assez bien une station météo officielle. Donc elle enregistre le vent, direction du vent, vitesse du vent, précipitation, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc les températures, le degré d'hygrométrie, donc l'humidité contenue dans l'air, ou la saturation de l'air en humidité. Et tout ça vient également par onde dans mon bureau ici. Et là, je suis en connexion directe avec un de mes ordinateurs donc sur lesquels je transfère régulièrement les données stockées dans cette mémoire. Cet appareil n'est plus en vente, c'est un appareil générique, mais vous trouvez 36 stations de ce style-là vers 150 €. Attention, souvent sur les sites de vente sur Internet, on vous met la photo d'une station avec tous les capteurs. Lisez bien le contenu de la boîte que vous allez recevoir, souvent le pluviomètre ou l'anémomètre, c'est-à-dire l'appareil qui mesure la vitesse du vent, sont des accessoires vendus séparément en option. Donc voilà, l'autre boîtier, je n'en fais pas sa pub, c'est une chinoiserie achetée sur Alibaba Express. Donc de temps en temps, je fais des achats Internet qui, jusque-là, depuis 2-3 ans, marchent. Par contre, j'ai quelques sondes dont l'écran n'est plus lisible parce qu'il y a de l'humidité qui s'est foutue dedans, ce qui ne les empêche pas d'émettre température et degré hygrométrique. Voilà pour la source de mes données. Et donc on va se plonger dans les données enregistrées sur les 2 périodes froides que nous avons eues à ce jour. Une première vers le 2-3 décembre, où malheureusement je n'avais pas encore étalé le P30, donc on pourra seulement comparer température météorologique, température au ras du sol à l'extérieur de la serre et température au ras du sol à l'intérieur de la serre.
Et sur la deuxième série qui se termine aujourd'hui, là le temps gris est en train d'arriver, on aura en plus donc les données sous P30. Allez, je vais vous faire quelques tableaux et on va commenter ces tableaux. Alors, la première séquence, c'est donc dans la nuit du 2 au 3 décembre. Le 2, ici chez moi, il avait neigé toute la journée. Il a continué à neiger toute la nuit, y compris encore le 3 au matin. On n'est donc pas dans une séquence de ce que j'appelle les fameuses nuits traîtres, liées à des gelées qui sont radiatives, c'est-à-dire quand le ciel s'éclaircit, que tout à coup on a un air froid très transparent et que donc le sol, l'air perd beaucoup de chaleur par rayonnement. On était sur un autre, sur une autre histoire qui est que après 1 mois et demi d'arrivée continue d'air de l'Atlantique, donc de dépressions qui ont déferlé, il pleut, il inonde, il noie, il pleut et ça continue. Tout à coup, ce phénomène-là s'est temporairement arrêté à ce moment-là. S'est installé un anticyclone sur les îles britanniques qui a renvoyé de l'air froid ici sur l'est. Et c'est le conflit entre cet air glacial venu de l'Antarctique, de l'Arctique, qui a tamponné cet air humide, qui a déclenché les chutes de neige et qui a provoqué une chute radicale, extrêmement rapide des températures en l'espace de 24 heures. On est passé de températures pluvieuses, positives, douces, à des températures, comme on va le voir, qui ont flirté avec les -10 au potager chez moi. Donc, je vous les affiche, les températures. Hein. Donc, Météo France à Strasbourg a enregistré -6,7. Le minimum, ce 3 au petit matin. Donc, les températures minimales sont, toutes choses égales par ailleurs, généralement atteintes au petit matin, donc vers 6-7 heures, avant que le soleil se lève. À ma station ici, ça a été -6,3. Donc pour cette fois-ci, les températures, les mesures sont relativement voisines. J'ai même eu donc en mode hivernal une température légèrement supérieure comparée à celle de Strasbourg dans la plaine. C'est quelque chose qui se produit de temps en temps en hiver quand l'air froid coule vers le bas et où je suis protégé par mon versant. Mais très souvent, du fait de la différence d'altitude, de 210 mètres je crois à Strasbourg-Ensheim, 340 ici chez moi, cela peut se traduire en air stable par une différence inférieure chez moi, donc de 2-3 degrés. C'est assez fréquent. Là, ce n'est pas le cas. Par contre, donc, la sonde 8, celle qui est à l'extérieur, s'est pris un -10,1. Donc au ras du sol, il a fait presque 4 degrés plus froid que l'air au niveau de ma station météo. Donc c'est assez impressionnant. J'ai assez souvent 2-3 degrés de différence, mais 4 là c'est assez élevé comme valeur que j'observe peu souvent. Et pour me montrer que parfois je suis un tartuffe, la sonde qui est dans la serre, à l'époque sans P30, je ne l'avais pas encore déroulée, a noté -6. Donc 4 degrés, 4,1 degrés de plus au ras du sol dans la serre par rapport au ras du sol à l'extérieur. Donc démenti total, j'ai bien dit une connerie, ou très exactement, ma formulation n'était pas assez prudente. Il y a des situations, et on va en voir une dans la séquence suivante, où il fait plus froid dans la serre qu'à l'extérieur, donc je maintiens que la serre
n'est pas une protection fiable en ce qui concerne les températures minimales, mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, ce n'est pas le cas. Donc là, par exemple, cet épisode, la serre a beaucoup mieux protégé les petits plants que vous avez vus, qui étaient déjà en place, qu'il ne l'aurait été à l'extérieur, toujours au ras du sol. Donc, des fois, dans certaines circonstances, ça marche. L'hypothèse, mais je n'ai évidemment pas les moyens, l'appareillage, etc., pour le confirmer, était que c'était le premier coup de froid très sévère, arrivé brutalement en l'espace de 24 heures. Et donc, le sol de la serre était clairement plus chaud que le sol à l'extérieur, qui lui était balayé par le vent. Or, vous savez que quand de l'eau s'évapore, donc avant que ce soit de la neige, avant l'arrivée de la neige, quand l'eau s'évapore, cela refroidit considérablement la surface du sol. Je ne vois pas d'autre explication dans cette situation où le rayonnement, vu qu'il y avait des nuages bas et qu'il neigeait en continu, puis on s'est ramassé, j'ai pas sorti le mètre, mais on a eu pendant quelques jours une bonne dizaine de centimètres d'épaisseur de neige. Donc voilà, je ne vois que cette explication-là. En tout cas, il faut mettre un bémol à ce que je raconte parfois de façon trop catégorique. La serre peut parfois maintenir une température au ras du sol supérieure à l'extérieur, mais il n'y a pas de garantie. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, dans l'introduction, j'évoquais un peu les misères que j'ai quelquefois au niveau des prises de vue. Voilà, cette séquence, je la tourne à nouveau, puisque hier soir au montage, j'ai vu que c'était pas bon. Donc, première séquence froide, sévèrement froide, le 3 décembre, intervenue brutalement. Deuxième, et puis donc il y a eu la pluie, repluie, inondation, re-inondation, même si moi ici à l'abri, je suis à l'abri ici en hauteur. Ma maison est en haut d'un versant, donc avant que je sois inondé, il se sera passé des choses. Mais donc, au niveau français, même ici, certaines vallées, inondations, et puis de nouveau est intervenue une période de froid, mais d'un type différent de ce que je vous ai raconté pour le 3 décembre. Là, on a été sur une phase où une grosse patate anticyclonique s'est installée sur la France, l'Europe proche, etc., a chassé toutes les dépressions qui ont dû passer au-dessus, peut-être par l'Écosse, voire par l'Islande plus haut, et s'est installé assez rapidement 3 jours de beau temps, les seuls 3 jours, et encore la troisième a été écourtée à partir du milieu de l'après-midi, 3 jours de beau temps, ciel parfaitement limpide, coucher de soleil magnifique, soleil toute la journée, quelque chose qu'on n'avait plus vu ici sans doute depuis mi-octobre. Et dans ces circonstances-là, le potager est soumis à rude épreuve dans la mesure où, au ras du sol, la chaleur des basses couches de l'atmosphère, la chaleur de la croûte superficielle du sol, la chaleur contenue dans les légumes va s'échapper par rayonnement.
Et on a donc ce qu'on appelle des gelées radiatives, parce que donc à proximité de ce potager, il n'y a pas de couverture. Alors l'effet de serre global de la Terre n'a pas disparu, lui, mais ça c'est dans l'atmosphère plus haute que ce rayonnement infrarouge va être intercepté et va réchauffer cette atmosphère. Là, je parle de couverture qu'on a lorsqu'il y a des nuages qui passent quelques centaines de mètres au-dessus du potager, quand il y a du brouillard qui se forme, quand l'atmosphère proche qui pèse sur le potager est riche en vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre. Donc là, rien de tout ça. Les portes, les fenêtres, le toit de la maison, potager, largement ouvert vers l'atmosphère, la haute atmosphère, et donc les calories, la chaleur, fout le camp. Et donc, de façon tout à fait logique, on a au petit matin des températures dans ces circonstances-là, parfois froides, et dès qu'on ouvre les volets le matin, on voit que l'herbe, les plantes, tout est magnifiquement blanc, givré, parce que donc au niveau de ces plantes, il y a des dépôts de givre. L'eau qui était contenue dans l'atmosphère va se condenser d'abord en rosée, et cette rosée gèle. Voilà donc les circonstances de ce deuxième épisode. Et donc là, les températures de nouveau sont relativement parlantes par rapport à la problématique qu'on a évoquée. Il y a une petite nuance le 18 décembre liée à des brouillards, pas très denses, mais quand même des brouillards qui se sont formés dans la plaine. Et il se trouve que moi, j'étais au-dessus de ces brouillards. Ça n'a pas beaucoup joué sur les minimales, les températures minimales dont on parle ici. Ça jouera énormément sur les maximales de l'après-midi, mais ce n'est pas le sujet. En gros, moi ici, j'avais 20 degrés. En bas, ils avaient 8 ou 9 ou 10 degrés. Donc le 17, 18, 19, Météo France, donc à la station d'Ensheim qui est située dans la plaine, a enregistré moins 1,1 le 17, moins 1,1 le 18 et moins 2,3 le 19. Donc là, on voit un peu l'impact du brouillard qu'il y avait eu, qui a fait que le 18, ça s'est moins réchauffé, et donc au petit matin du 19, on était plus bas que les jours précédents. Ici à ma station, c'est légèrement différent. Le 17, j'ai de façon étonnante, je n'ai pas mémorisé la situation qui pourrait expliquer ça. J'ai noté plus 0,8, enfin j'ai noté la sonde a enregistré plus 0,8, et je ne sais plus si je l'ai dit ou si c'était dans la séquence que je viens de supprimer. Ces chiffres qui sortent un peu de la logique ne sont pas des artefacts. On appelle artefacts des perturbations de mesure. On a dans une série tout à coup une mesure qui est anormalement élevée. Un oiseau s'est posé sur une sonde et l'a réchauffée, ou je ne sais pas quoi. Le soleil, pendant un instant, a brillé. Alors, ce n'est pas le cas ici pour les températures minimales, il n'y a pas de soleil à 5 heures du matin. Mais je raconte le type d'artefacts qu'on peut avoir. Ce ne sont pas des artefacts, c'est-à-dire que j'ai des enregistrements sur les petites sondes tous les quarts d'heure. Sur la station météo, la température est enregistrée toutes les 30 minutes. Et donc, quand il y a un artefact, ça sort de l'ordinaire. Là, le plus 0,8, il a fait ce matin-là des températures aux alentours de plus 0,8. C'est jamais descendu en dessous et ce n'est pas un pic comme ça vers le bas.
Pourquoi il a fait plus chaud chez moi qu'en bas? Peut-être tout simplement un écoulement d'air frais qui s'est accumulé dans le fond de la baignoire qu'est la plaine d'Alsace. C'est une possibilité. Le 18, donc, brouillard qui a un peu perturbé les mesures, mais plutôt le lendemain, puisque là on est tôt au matin. Moins 1,1 on a dit à Ensheim, moins 1,3 ici. C'est un écart très faible. J'ai très souvent des écarts bien plus importants liés à l'altitude. La station d'Ensheim est vers 200-210 mètres et moi ici je suis vers 340 mètres. Donc souvent je note des températures de 2 degrés, 3 degrés inférieures à ce que note Météo France à Ensheim. Là ce n'est pas le cas, les températures sont très voisines, comme elles sont très voisines le 19 décembre, avec là encore, chez moi, c'est un peu plus élevé. Là, je pense que c'est l'effet du brouillard. Venons-en aux sondes qui nous intéressent. Les sondes 8, donc extérieures, qui mesurent le régime de température auquel sont soumis mes légumes, puisqu'ils sont au ras du sol, par-dessus le sol tel qu'il est, la couche de foin telle qu'elle est à ce moment-là. Et là, donc le 17, moins 2,6, on voit qu'au ras du sol, il fait significativement plus froid qu'au niveau d'une station météo. Et c'est la règle générale. Dans des conditions, notamment des conditions radiatives, quand il n'y a pas du vent qui brasse l'air jusqu'au ras du sol, vous aurez toujours un différentiel significatif de température. Notez, il fait plus froid au ras de vos pâquerettes que ce qui est une température météorologique prise dans une station à hauteur. Et donc ne dites pas la météo s'est trompée, la météo prévoit une température météorologique, celle qui sera mesurée en hauteur, etc. Certains sites de météo donnent des températures au sol, voire à 10 cm dans le sol. Donc c'est ça qui vous intéresse. Si le matin, il a fait, vous avez une gelée blanche et que Météo France avait prévu plus 1, Météo France ne s'est pas trompé. Plus 1 dans une station météo, moins 1 à moins 2 au ras du sol égale gelée blanche. Bon, je ne défends pas Météo France, hein, c'est juste que il faut le savoir et il faut savoir interpréter les données en fonction de votre situation géographique. En plus, si vous êtes plus en hauteur, peuvent se rajouter des degrés en moins de façon tout à fait significative. Donc il faut le savoir, c'est tout, pour ne pas se faire piéger avec des plantes. On va se dire, ah ben Météo France a prévu plus 1, pas la peine de rentrer les plantes, ça ne gèlera pas, etc. Patatatra. Et ce n'est pas Météo France qui s'est trompé, c'est le jardinier qui résonne comme un tambour. Le 18, moins 4,7. Donc là, chez moi, le différentiel est important, hein, de plus de 3 degrés entre la station météo et le ras du sol. Donc là, conditions rayonnantes et sans doute un air parfaitement calme. Le lendemain, 19, moins 2, moins 4,9, c'est quasiment la même chose, hein, donc quasiment 3 degrés de moins du fait de ces pertes de chaleur par rayonnement. Alors, la serre, puisque c'est l'objet de toute cette tirade, quel est l'effet d'une serre? Donc tout d'abord, sans le voile, puisque là on va avoir la comparaison avec le voile que j'ai mis tel que je vous l'ai raconté. Donc, moins 2,3 le 17, à comparer à moins 2,6 en extérieur. Vous voyez que la serre rapporte 3 petits dixièmes de degré négligeable. C'est en gros l'incertitude qu'on a sur ce type de mesure. Le 18, moins 4,7 en extérieur, moins 4 à l'intérieur. Le matelas, le différentiel est un peu plus épais, mais enfin 0,7 degrés de gratté. C'est ce que j'ai un peu brutalement appelé « ça ne sert à rien ».
pour protéger du froid. Je termine mes phrases pour pas qu'il y ait de confusion. 19 degrés, moins 4,9, moins 4,1, 0,8, on est toujours dans ce rôle assez insignifiant de la serre sur les températures minimales, donc sur la protection de vos cultures contre le gel. Je le dis et je le redis parce qu'il y a des confusions terribles à ce niveau-là. La sonde 1, donc celle qui maintenant, sur cette série de mesures des 17, 18, 19, est en dessous du voile d'hivernage, du P30, et bien là, moins 0,3 le 17, et là, par ce simple bout de plastique, par rapport à la sonde qui est aussi dans la serre, mais à l'extérieur du voile, on gagne 2 degrés. Moins 4, moins 1, à comparer à moins 1,7 le 18, le différentiel est encore plus important. Là, je gratte avec ce petit bout de plastique 2,3 degrés. Et même chose, le 19, exactement 2,3 degrés de gagné par ce voile. Donc en situation de gelée radiative, ciel très clair, ça se découvre le soir, la chaleur fout le camp, ce petit voile ridicule est très nettement plus efficace que la serre elle-même. Étonnant, pourtant vrai. Et donc, ça pose la question de la serre. Je vais peut-être faire un petit point parce que je ne suis pas non plus aussi fada que je l'ai dit précédemment. Je n'ai pas une serre juste pour frimer. Mais c'est vrai, ce que je disais était une réaction au fait que j'ai cru que dans cette serre, je pourrais produire des plants et les protéger du froid quand je l'ai installée en 2017. Je n'avais pas encore tout ce pataclan de sondes. Et comme beaucoup, je croyais que les serres étaient efficaces. Elles ne le sont pas pour cet usage-là. Bon, conclusion. La conclusion la plus dépitée, c'est que je suis infoutu de faire une vidéo courte. J'avais pourtant l'intention, et voilà, ça fait 2 jours. Mais je reviendrai à la charge et je vais quand même continuer à essayer de faire des vidéos courtes, même si là, c'est raté. Pour côté des choses, là, je vais aller jusqu'au bout. Donc cette vidéo, je vais mettre en ligne. Ceux qui détestent ces vidéos longues vont râler, vont faire des commentaires que je vais ignorer. Ceux qui trouvent que je parle trop lentement vont faire des commentaires désagréables, je vais les ignorer. Et pour les autres, je voudrais quand même rajouter et terminer sur cette question que j'ai un peu évoquée sans donner d'explication. Et je déteste ne pas donner d'explication. Je ne vous demande pas de croire. Je ne suis pas, je ferai tout jusqu'à ma mort pour ne pas être un gourou aussi con que ce que je pense de tous les gourous qui vous assènent des fausses vérités qui sont de vraies idioties. Je suis en forme, hein. C'est le café qui agit. Mais donc, voilà, je vais terminer sur ce truc surprenant. Alors, ça m'a amené à réfléchir. Et je suis arrivé à la conclusion qu'une serre, ce n'est pas véritablement efficace pour l'effet de serre. Il y a là une confusion absolument monumentale, notamment par rapport à tout le discours sur le changement climatique, gaz à effet de serre, etc., etc. Je vais essayer de vous expliquer. De façon simple. La Terre, une boule, l'atmosphère, les rayonnements du Soleil, visibles, invisibles, traversent pour l'essentiel l'atmosphère. Vous savez sans doute que déjà une partie, à l'arrivée, une partie du rayonnement
est retenu et renvoyé vers l'atmosphère, sinon la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Ce sont les UV, et en particulier une catégorie d'UV qu'on appelle les UV durs. Donc ça correspond à une longueur d'onde qui n'arrive pas à traverser la couche d'ozone, si tant est que l'homme ne l'a pas détruite. Donc, la lumière du soleil, visible, invisible, arrive, traverse pour l'essentiel, mais pas tout, l'atmosphère, réchauffe le sol, les plantes, les hommes, les maisons, les macadams, tout ce qui existe sous cette couche d'atmosphère, qui automatiquement se réchauffe. Jour et nuit, dès qu'un corps est chaud, il se débarrasse, il tend vers un équilibre et il se débarrasse de la chaleur qu'il a. Oubliez votre tasse de thé et vous la retrouverez froide au bout d'un certain temps. Donc tout corps chaud, donc c'est vrai pour les plantes, les hommes, les maisons, les basses couches de l'atmosphère, la serre et ce qu'elle renferme, etc., renvoie des rayonnements. On dit à tort, réfléchis, parce que ce n'est pas le même rayonnement. Quand un miroir réfléchit votre image, en fait, il renvoie exactement les rayonnements que vous lui avez envoyés. Là, en fait, ces corps, en se réchauffant, vont émettre une lumière pour l'essentiel invisible. C'est pour ça que sans caméra thermique, vous ne voyez pas ce rayonnement. Mais vous avez, je pense, tous maintenant, un jour dans un reportage ou dans quelque chose, vu l'effet de ces caméras à infrarouge qui permettent de voir ce rayonnement que nos yeux ne voient pas. Donc cette chaleur qui s'échappe. Une maison qui est chaude, la vitre, on voit les chaleurs qui s'échappent. Vous avez peut-être vu des caméras à visée nocturne basées sur les infrarouges. Quand on cherche un fugitif, l'hélicoptère passe au-dessus et on voit un corps blanc sur un fond gris. C'est parce que ce corps blanc émet plus de chaleur invisible, infrarouge, que les cailloux qui sont autour. Donc j'en suis à ce stade-là et l'effet de serre tel qu'on l'entend dans les gaz à effet de serre et en climatologie, donc dans les études de ce qui impacte le changement du climat, c'est le fait que ces rayonnements infrarouges sont absorbés par l'atmosphère et les gaz à effet de serre que renferme cette atmosphère. Vapeur d'eau, dioxyde de carbone depuis des milliards d'années, mais on en rajoute, et d'autres gaz à effet de serre, le méthane est beaucoup évoqué ces derniers temps, le protoxyde d'azote, les fluocarbonates, etc., les CFC et compagnie. Donc il y a plein de gaz à effet de serre qui ont une seule propriété, qui est d'absorber ces infrarouges que rayonnent les corps qui sont en dessous. Et alors, donc automatiquement, puisqu'ils les absorbent, cette couche se réchauffe. Et cette chaleur, de nouveau, donc là on est dans une deuxième phase, va être rayonnée sous forme invisible, en partie vers les espaces intersidéraux, et donc elle est perdue, et en partie vers la Terre, qui reçoit une partie, donc c'est un retour d'une partie, et d'une partie seulement, de ce qu'elle-même avait rayonné après avoir eu le rayonnement solaire. Vous voyez que c'est compliqué. Et c'est ça, ce petit supplément d'énergie que reçoit la Terre, à partir de l'interception du rayonnement qui, sans atmosphère, aurait été perdu, qu'on appelle scientifiquement de façon rigoureuse le forçage radiatif,
forçage radiatif et qui est devenu populaire sous le terme d'effet de serre. Alors si vous revenez maintenant à ma serre elle a quoi? Elle a une bâche plastique de 200 microns qui certes absorbe un peu ces infrarouges qui essayent de s'échapper de la serre, mais les chiffres que vous voyez là montrent que c'est peanuts. Ce que j'ai appelé rien, un peu brutalement, 0,3, 0,7 degrés de gagné par cet effet serre, et je ne suis même pas sûr que ce soit le forçage radiatif qui joue l'essentiel du rôle là-dedans. Donc en fait, une serre a très peu d'effet de serre. Ça, c'est étonnant. Je l'ai découvert là avec ces données, j'ai réfléchi, mais purée, comment ça se fait qu'au petit matin, il n'y a pas de différence, parfois même si ce n'est pas le cas dans cette série de chiffres, mais je vous garantis, peut-être plus tard au printemps, quand le sol sera plus froid, on aura l'effet inverse, c'est-à-dire on aura des températures plus basses dans la serre qu'en extérieur. Alors, quand à la fin je me corrige un tout petit peu, que je n'étais pas complètement fada, c'est peut-être pour avoir bonne mine devant la caméra, mais quand même, il y a un autre forçage qui n'est pas un forçage radiatif, qui n'est pas un effet serre, qui est tout simplement qu'une serre, c'est une grosse bulle qui, le jour, quand brille le soleil, parfois même quand c'est diffus à travers les nuages, va recevoir et laisser passer ce rayonnement. Donc on va prendre le cas, c'est découvert, il fait beau, ce rayonnement du soleil qui rentre là-dedans, qui réchauffe l'air et ce qui s'y trouve. Et là, il va y avoir une différence absolument énorme entre l'intérieur de la serre et l'extérieur. À l'intérieur de la serre, il se passe quoi? Ben, cet air qui se réchauffe est tout simplement sous cloche. À côté, en extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, l'air chaud, avec les turbulences de l'air et même sa tendance naturelle, pensez à une montgolfière, va monter et va être remplacé par de l'air froid. Donc, soleil en conditions hivernales, j'ai 7-8 degrés à l'extérieur et j'ai 20-25 dans ma serre le jour. Ce n'est pas du tout un effet serre, c'est un effet cloche. Je garde ma chaleur. Une fois que l'air s'est réchauffé, je le garde et donc la température, ça s'accumule tout au long de la journée. Et j'ai donc bien un effet bénéfique des serres sur la croissance. Ce qu'en agronomie, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a une confusion des termes terrible, ce qu'en agronomie on appelle forcer les cultures, qui n'est pas du tout un forçage radioactif, qui est de les obliger, enfin pas de les obliger, de leur offrir des conditions permettant une croissance à l'intérieur de ce dispositif qui est une serre, mais qui pourrait aussi être un coffre fermé par des vitres, donc un châssis, qui pourrait aussi être des mini-tunnels, tout ce qui va empêcher l'air réchauffé de se dissiper bêtement, va permettre à certains moments, à certaines cultures, d'avancer, sans que pour autant on soit protégé plus sous ce dispositif des gelées, qui peuvent être mortelles. Donc on ne le sera pas protégé davantage sous le dispositif qu'à l'extérieur. Et ça, c'est donc quelque chose de très important. Au passage, il y a deux notions qu'on confond très souvent en termes de température. Il faut absolument distinguer ce qu'on appelle le zéro de végétation, la température en dessous de laquelle la plante ne pousse plus. Il peut être très très bas pour certains, pour ce qu'on appelle les légumes d'hiver, pour ce qu'on appelle le blé d'hiver, ça peut être des -20.
Pardon, excusez-moi, je me reprends. Donc, zéro de végétation, ça ne pousse pas. Les températures sont toujours des températures, approximativement des températures positives, souvent du côté de 8 degrés. Voilà. Quand je disais en introduction que des fois mon cerveau aussi fatigue, voilà, là vous aviez un bel exemple. C'est pour ça que je vais le laisser pour que, voilà, je n'ai pas honte de montrer mes limites et ma fatigue cérébrale. Donc pour que ce soit bien clair, zéro de végétation, en dessous ça ne pousse pas, ce sont des températures souvent vers les 6 degrés, les 8 degrés, les 10, 12, 14, ça dépend un peu des végétaux. C'est très souvent entre 8 et 10 degrés. À ne pas confondre donc, ce que je viens de faire avec la rusticité, c'est-à-dire la température en dessous de laquelle le végétal est détruit. Donc ce qu'on pourrait appeler température minimale de survie qu'on a dans le jargon agronomique pris l'habitude d'appeler la rusticité. Donc on vous dit qu'une plante est rustique à -8, ça veut dire que normalement à -8, il ne se passera rien, elle ne va pas crever, mais bien entendu on est largement en dessous du zéro de végétation, donc elle ne pousse pas. Et c'est là qu'on rencontre donc ces légumes d'hiver qui peuvent parfois encaisser des -20 et compagnie. Le blé, quelques choux, et donc on fera un tour dans le potager. J'essaierai de faire une vidéo courte dans laquelle on verra l'impact de ces épisodes que je viens de décrire. On va conclure sur un dernier point qui me paraît très important avec l'engouement qu'il y a actuellement pour un jardinage naturel, un jardinage sans artifice, ou comment dire, l'aversion brutale qu'il y a contre des dispositifs tels que ceux que je viens d'évoquer, notamment dès lors que c'est consommateur de plastique. Et c'est un sujet sur lequel il faut se pencher avec le changement climatique, avec des ressources de pétrole qui s'amenuisent. Donc, le jardinage sans artifice s'accompagne nécessairement d'une augmentation de risque. Si je ne me donne pas les moyens d'obtenir un forçage, j'ai peu de chances d'avoir des légumes tôt au printemps. Et si je dois vivre uniquement de mes réserves, il faut que ces réserves durent suffisamment longtemps. Et vous savez, si vous conservez certains de vos légumes, les pommes de terre, des oignons, de l'ail, etc., à un moment donné, ça se met à germer. Donc il y a d'autres choses qu'on peut conserver, pasteurisation, lactofermentation, etc. Donc il y a des moyens, mais moins d'artifices de type serre, de type châssis que j'ai évoqué, moins d'artifices du côté pesticides, moins d'artifices du côté engrais, ça veut dire une augmentation des risques, donc des récoltes plus aléatoires. Les agriculteurs n'étaient pas fadas quand ils optent pour une agriculture maîtrisée, avec, hélas, les effets négatifs de ce qui est utilisé comme artifice. Des artifices parfois catastrophiques dans leur impact sur la santé, sur l'environnement, etc. Mais une stabilisation des récoltes qu'on ne connaissait pas avant-guerre, où il y avait des années de famine, si on remonte un peu plus tôt, ou de disette, c'est-à-dire de moindre abondance certaines années. Allez, je mets ça en boîte. La fibre est arrivée, donc j'espère que ça va charger assez rapidement.
Et en tout cas, pour cette fin d'année, je suis ravi d'être arrivé enfin au bout d'une vidéo, pas comme les 2 ou 3 précédentes que j'ai commencé et puis jamais terminé. Désolé, elle est longue. Ciao et à une prochaine.